Initialement Dr S. chercheur enseignant au MIT dans le domaine de la biologie et de l'informatique et par ailleurs champion de surf, il a été pendant 9 ans directeur des applications et de la recherche à l'Institut Pasteur, puis directeur de la prospective et de l'évaluation à la Cité des Sciences. Il est aujourd'hui le président exécutif de Biotics International, une société créée en 1992 à son initiative, dans le but de promouvoir le conseil stratégique en matière de nouvelles technologies et l'approche systémique appliquée à la prospective et à l'éducation, notamment dans les secteurs de l'Internet et des biotechnologies. Très attentif aux valeurs nécessaires à la mise en œuvre d'authentiques progrès, il est par ailleurs le conseiller de la présidente d'Univers Science, Madame Claudie Aigneret, que nous accueillerons avec bonheur ce soir. Et enfin, il est l'auteur de nombreux ouvrages, dont le tout dernier paru aux éditions LLL, Surfer la vie. Dans cet ouvrage, il y propose une nouvelle façon de penser et de construire le monde de demain. Mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir Monsieur Joël Deronet. Et tout de suite, je vais lui laisser la parole. Il va nous parler donc du passé du futur et le futur du passé. Joël, c'est à vous. Merci. Merci. Ça, c'est dans l'introduction. Merci beaucoup de votre invitation à tous. C'est vraiment un plaisir de me retrouver ici avec vous dans cet endroit absolument magnifique, inoubliable, par le décor, la qualité de l'accueil, la chaleur des personnes que j'ai rencontrées, avec qui j'ai eu le plaisir de discuter déjà depuis hier. Donc voilà, c'est un bonheur pour moi d'être avec vous. J'espère que je vais pouvoir vous transmettre cette idée d'un titre un peu paradoxal pour un futurologue. Il paraît que je m'appelle comme ça. En anglais, ça se dit futurist ou prospectiviste. Et je vais vous parler de la fin du futur. Et comme sous-titre, vivre aujourd'hui le monde de demain. Je vais évidemment l'expliciter. Mais pourquoi cette passion du futur? Pourquoi, évidemment, cet intérêt du futur? Parce que c'est là, pour moi, où je vais passer le reste de ma vie. Donc ça m'intéresse. Mais pour tout le monde, pour les gens depuis le début de l'humanité, le futur, comprendre ce qui allait se passer, l'avenir permet de définir une stratégie, de définir des plans, permet aux souverains de reprogrammer un peu la vie de leurs citoyens, des concitoyens. Et le passé du futur, ça a été surtout les prophètes qui avaient beaucoup de pouvoir, les devins, les diseuses de bonne aventure, les lecteurs de marques de café, les astrologues, Nostradamus. Ils détenaient leur pouvoir de la confiance que leur faisaient les souverains d'être capables de décrire des futurs possibles. Et donc, leur vision du futur a servi de base à beaucoup de gouvernants, à beaucoup de rois, à beaucoup d'empereurs, et surtout les prophètes. Vous avez vu leur rôle dans la Bible notamment. Et ceci, progressivement, ça c'est ce que j'appellerais le passé du futur, comme le disait Jean-Noël tout à l'heure, a mis en place ce que j'appellerais le futur du futur, c'est-à-dire ceux qui ont essayé de réfléchir d'une manière plus scientifique à la possibilité, non pas de prédire l'avenir, mais de définir des avenirs possibles. Et là, 3 mots viennent à l'esprit que vous connaissez bien, c'est prévision, prospective, et j'ajouterai la science-fiction.
parce que des auteurs comme Arthur Clarke, dès les années 60, a prédit des choses tout à fait extraordinaires qui ont beaucoup aidé les scientifiques d'ailleurs et les sociologues. Notamment, on doit à Arthur Clarke la vision des satellites géostationnaires qui permettent de recevoir la télévision dans le monde entier. Beaucoup d'autres choses d'ailleurs à lui. On doit, dans les années 50, à Herman Kahn, la vision de la prévision très très détaillée qui a servi à la stratégie de beaucoup d'entreprises. Ce que l'on appelle aux États-Unis le PPBS, qui veut dire Programming, Budgeting System, Planning, Programming and Budgeting System. C'est des méthodes de prévision très précises, très analytiques, utilisant déjà à ces époques-là l'informatique. Et puis, en France, honneur à Gaston Berger, inventeur du mot prospective. En 1957, il avait d'ailleurs créé une association, les cahiers de prospective, et j'ai eu le plaisir, tout jeune gamin, enfin gamin, j'avais 20 ans quand même, d'y participer, d'être un des membres du groupe prospectif de Gaston Berger, où j'ai rencontré des gens comme Louis Armand, un ingénieur assez visionnaire, Maurice Lévy d'ailleurs, qui a écrit le premier rapport sur la future Cité des Sciences. Et donc la prospective pour Gaston Berger, c'était, selon ses termes, de se placer dans le futur, en inventant un futur, pour regarder depuis ce futur les tendances du présent. Et essayer de voir où elles allaient. En quelque sorte, il faisait de la rétroprospective. Et c'est une méthode assez féconde dont je vais vous reparler parce qu'on l'utilise beaucoup. Ces méthodes maintenant se sont développées d'une manière assez extraordinaire. Je vais en citer quelques-unes. La méthode extrapolatoire, c'est la méthode classique. En gros, ça marche pas. Mais ça, c'est utilisé presque instinctivement par beaucoup de gens, et beaucoup de politiques, beaucoup d'économistes. Enfin, en gros, on regarde ce qui s'est passé les 10 ou 20 dernières années, et on se dit, il y a des chances que sur un plan linéaire, ça va se passer comme ça pendant les 10 ou les 20 prochaines années. En réalité, ça se passe pas comme ça. Parce qu'il y a des inhibitions, des amplifications, des blocages, des ruptures, comme les appellent les Américains, des disruptions, qui changent complètement le cours des choses. Donc, la méthode prospective par extrapolation de tendance linéaire, ça marche pas. Le monde n'est pas linéaire. Il est non linéaire, il s'accélère, il y a des oscillations, des amplitudes différentes. Et puis, il y a une autre méthode qui a fait ses preuves, c'est la méthode des scénarios. C'est-à-dire qu'on se met à plusieurs et on essaye de concevoir comment des technologies d'aujourd'hui, par exemple le smartphone, les smart grids pour transférer l'électricité, les énergies renouvelables, pourraient se fondre dans une nouvelle approche de la transition énergétique. On crée un scénario. Et le pape des scénarios, évidemment, vous le connaissez, c'est Jules Verne. Parce que la force de Jules Verne, dans tous ses livres que vous avez lus, de l'île mystérieuse, qu'est-ce qu'il faisait Jules Verne ? Il anticipait des techniques de l'époque, déjà l'hydrogène dans l'île mystérieuse, certains explosifs, les moyens de façonner la matière, mais il les mettait en situation. Ça, la force de Jules Verne. Il créait des scénarios en mettant dans cette île mystérieuse, dans des villes, tous ces éléments en situation. Il racontait une histoire à partir de ces éléments. C'est ça la méthode des scénarios, c'est raconter des histoires. Et on l'utilise de plus en plus. On utilise aussi une autre méthode qui s'appelle la méthode Delphi. La méthode Delphi, elle consiste à demander à un panel d'experts leurs prédictions pour la voiture électrique hybride à hydrogène, c'est pour quand ? Ou bien l'avion volant avec des énergies renouvelables. Et chacun d'entre eux, ou le téléphone implanté dans l'oreille. Malheureusement, j'ai pas trop envie, mais il paraît que ça intéresse des gens. Donc, et tous ces experts répondent, ce sera entre 2015 et 2025, et la fourchette permet de réduire ça. Méthode Delphi. Il y a aussi la méthode des arbres de pertinence, blablabla. Donc, moi, j'ai utilisé une méthode depuis le MIT avec mes étudiants que je continue à utiliser à Biotics, qui est une méthode qu'on appelle la prospective systémique par analyse de tendances convergentes. C'est pas seulement extrapolatoire, c'est la prospective systémique. On regarde les choses globalement, l'interdépendance des facteurs. On analyse des tendances et on regarde comment elles convergent. Vous allez voir, je vous cite ces mots parce que je vais bien entendu en parler beaucoup dans la fin du futur. C'est cette façon d'anticiper en voyant les convergences et comment les secteurs se marient les uns avec les autres. Ça, ce sont des techniques qu'un futurologue
comme on l'appelle, utilisent. Mais maintenant, je vais revenir sur la fin du futur, puisque c'est ça mon thème principal. Quelles sont les causes? Quels sont ceux qui sont en train de conduire à la fin de ce futur? Il y a 3 catégories, en gros. 3 univers. L'univers religieux, l'univers politique, l'univers industriel et financier. Les religions, la politique, l'industrie et la finance. Pourquoi je dis qu'ils nous conduisent à la fin du futur? Parce que eux cherchent à nous programmer, à programmer notre vie en nous donnant des futurs à l'avance. Des futurs préchoisis, plutôt, comme je le dis, de futurs co-construits. La religion, le paradis, l'enfer, le purgatoire, le nirvana. Ce sont des promesses de situations possibles. Si on mène sa vie correctement, on ira peut-être au purgatoire, en tout cas au paradis. En islam, vous savez que ceux qui cherchent on propose que si on tue un infidèle ou qu'on détruit un infidèle, comme on l'appelle, eh bien, on va au paradis où 70 vierges vous attendent. Et beaucoup construisent leur vie à partir de cette vision du futur, préprogrammée en quelque sorte. Il y a la parousie selon saint Paul, tous unis en Dieu, que Teilhard de Chardin a repris dans son point oméga. L'évolution complexe, la complexité fait émerger la conscience. Et lorsque l'esprit sera séparé de la matière, nous serons tous réunis dans le point oméga qui est Dieu pour Teilhard de Chardin. Donc c'est là-bas, c'est loin, point oméga, futur. On peut se programmer, être programmé en fonction de ce futur. Ce sont des visions que la religion, progressivement, nous a fait entrer dans notre tête avec la punition, un futur très ouvert ou des futurs très fermés, des futurs extrêmement pénalisants. Les politiques, ils ont une technique qui consiste à nous prédire des futurs assez à court terme, en général, pour nous faire oublier les présents. Et les échéances électorales, c'est un bon truc. D'une échéance électorale à l'autre. Et on nous promet le changement. Comme on n'a pas fait le changement nous-mêmes, parce qu'on n'a pas les moyens, la démocratie participative n'existant pratiquement pas ou peu, on se réfère au futur qu'on nous propose, qu'on nous promet. Et à chaque élection, chaque nouvelle élection, on nous promet quelqu'un qui va nous changer tout. Le changement, c'est maintenant, ou bien le changement sans risque, celui d'avant. Je vous promets le changement sans risque. Ça ne peut pas exister le changement sans risque. Alors là, pour ceux qui connaissent un peu la cybernétique et la théorie des systèmes, savent qu'un système ne peut évoluer qu'en prenant des risques de disruption, comme je disais tout à l'heure. Donc les politiques, ils ont ce truc pour créer de la cohésion sociale, c'est de prédire des futurs que l'on espère, la retraite, la fin du chômage, le partage solidaire, mais aussi des catastrophes. Ils peuvent nous engager en disant attention, le réchauffement climatique, dans 100 ans, dans un siècle, il faut faire quelque chose tout de suite. D'accord. Est-ce qu'il faut faire beaucoup tout de suite ou pas mal de choses aussi en même temps pour régler la transition énergétique? Donc, il y a des promesses qui sont très positives, des promesses qui peuvent être négatives, des mauvaises nouvelles, et les médias, bien entendu, savent aussi utiliser cet attrait extraordinaire de la peur, de la mauvaise nouvelle, puisque sur un plan darwinien, nous sommes programmés pour nous souvenir des catastrophes beaucoup plus que des bonnes nouvelles. C'est un moyen de survie. Ceux qui se souviendront d'une catastrophe, ils chercheront à l'éviter la fois où ça leur arrive, un accident, un incendie de forêt, et à ce moment-là, ils vont faire des enfants, et c'est un système darwinien inscrit dans nos gènes. Comme le disait ce très très grand sociologue des médias, Marshall McLuhan, le Canadien, il disait « Good news is no news ». The only good news, c'est la pub. Les bonnes nouvelles sont pas des nouvelles. Et donc, on vit dans ce monde de la mauvaise nouvelle possible du futur, de la bonne nouvelle possible du futur. Rappelez-vous, dans l'époque de Mao Tse-tung, les lendemains qui chantent. Et tout ceci permet quoi? Ça permet de programmer la vie des gens en fonction de ces échéances qu'on leur propose. Parce qu'on ne leur donne pas le temps de réfléchir, on leur fait oublier le présent et les crises du présent et les drames de leur vie, du chômage, de l'inégalité sociale. Les industriels et les financiers, c'est la même chose. Cette publicité de Sony ou de Philips, c'est déjà demain, vous incite à l'obsolescence programmée.
Vous avez acheté un objet technique, vous avez à peine réussi à le maîtriser, c'est déjà l'autre qui arrive. Vous avez l'iPhone 4 et le 5. Oh bah zut, qu'est-ce que je fais? C'est démodé votre truc. La tablette, mais les autres, le PC, c'est fini. Donc, il y a cette vision qui nous entraîne constamment à la consommation, au changement, à la modification, et on est programmé par eux. On est programmé par cette vision futuriste de ces outils techniques mirobolants qui vont nous changer de cette situation possible qui va changer complètement notre vie. Donc voilà, ce futur prédéterminé, ce futur préchoisi, nous fait oublier la construction quotidienne de notre futur, ensemble. Voilà pourquoi les conséquences que je tire de ce que je viens de vous dire sont justement la première d'entre elles, le risque énorme, dont on ne s'aperçoit même plus, de la programmation de nos vies en fonction d'autres intérêts. Des intérêts supérieurs, pourquoi pas, après tout, le pari de Pascal n'est pas si idiot. Pascal disait, je parie que Dieu existe. Et j'adapte ma vie aux valeurs qu'il a proposées. Fais le bien autour de toi, sois pas égoïste, ne tue pas ton prochain. De deux choses l'une. Ou Dieu n'existe pas, et j'ai vécu ma vie d'une manière formidable, je meurs heureux parce que j'ai fait ce qu'il fallait faire. Et si Dieu existe, c'est du win-win. Alors Pascal n'avait pas inventé ce mot, ça c'est Robert Axelrod qui a inventé le win-win, c'est gagnant-gagnant. À ce moment-là, je vais être récompensé, j'irai au paradis. Donc, les intérêts supérieurs, on peut aussi biaiser avec les intérêts supérieurs. Le pari de Pascal est très intéressant, on peut l'appliquer à sa propre vie. Si ça vous intéresse dans la discussion, je vous dirai pourquoi il faut essayer de penser qu'on veut vivre 120 ans. Même si c'est pas vrai, c'est un pari. Mais on se lève tous les matins en disant j'ai 40 ans, 50 ans de projet devant moi. Enfin, ça, on en parlera tout à l'heure si vous voulez. Alors, ces intérêts supérieurs programment notre vie, et je reprends cette phrase que j'ai un petit peu utilisée déjà, plutôt que des futurs pré-choisis et prédéterminés, pensant à des futurs co-construits. Parce que ces futurs qui programment notre vie, ils réduisent notre liberté, en fait. Ils réduisent notre responsabilité. Je vais vous donner un exemple qui ne va pas faire plaisir à tout le monde, mais je le dis. Le nucléaire, 78% d'électricité nucléaire en France. On ne peut pas s'en passer pendant 30 ans. On ne va pas l'arrêter du jour au lendemain. Mais notre vie est programmée par ceux qui savent programmer notre vie en fonction de l'intérêt pour la France et l'importance du nucléaire et de tous les lobbies qu'il y a derrière, alors que nous pourrions parfaitement produire des gigawatts d'électricité avec des énergies renouvelables combinées entre elles, un mix énergétique. D'ailleurs, je ne parle plus des énergies renouvelables, mais de l'énergie renouvelable. Il y en a 12. Faites le calcul, calculez, vous verrez, vous les retrouverez. En les combinant entre elles, en les distribuant par des grilles intelligentes qui s'adaptent à l'offre et à la demande. Et tout ceci pourrait faire en sorte que nos vies changeraient. Parce que nous serions solidaires, nous partagerions l'électricité en peer-to-peer, comme nos enfants partagent la musique. Nous irions vers ce que j'appelle la démocratie énergétique. Or aujourd'hui, avec cette vision du nucléaire pyramidal et de la désinformation qu'il y a autour, il n'y a que ça, c'est la seule solution. Donc voilà, notre futur est programmé, on n'ose même pas en discuter, c'est un véritable sujet tabou. Regardez les débats à l'heure actuelle sur la transition énergétique. Donc mon approche que je vous propose ce soir, avec ce titre étrange, La fin du futur, que j'ai essayé de définir, pourquoi il faut se débarrasser de ce futur programmé et prendre en charge notre futur de manière individuelle et collective. Cette approche que je vais vous proposer tient en 3 points, et ensuite en 7 principes et 7 valeurs. Ça a l'air beaucoup, mais c'est pas trop. Vous verrez, je crois qu'il faut insister là-dessus, j'en parlais avec Jean-Noël tout à l'heure, et avant cette conférence, il y a des moments où il faut y aller franchement. Et il faut rappeler aux politiques qui nous entendent qu'un véritable tsunami est en train de les guetter par la génération qui est en train d'arriver, le partage, une forme de solidarité, une génération mondiale qui arrive avec les réseaux sociaux, avec bien sûr Internet, plutôt ce que je préfère appeler l'écosystème numérique dans lequel nous sommes entrés. Souvent, je commence des conférences en disant « Oubliez Internet, c'est fini ». Je me dis, zut, je viens de m'y mettre, qu'est-ce qu'il nous raconte? Non, je dis, oubliez Internet, c'est fini, parce qu'on rentre dans un écosystème numérique. Nous sommes des hommes et des femmes augmentés avec ces outils que nous avons dans nos poches, les smartphones et bien d'autres, et nous changeons par coévolution l'écosystème numérique dans lequel nous sommes, qui nous change en retour. Donc il y a une boucle de feedback entre l'écosystème numérique dans lequel nous sommes et les hommes et les femmes augmentés
que nous sommes en train d'être. Nos enfants sont carrément des extraterrestres. Ils sont dans un autre univers, dans une autre culture. Je les appelle les MHBG. Les mutants hybrides bionumériques géolocalisés. Et grâce à Claudie Agnuret, j'ai découvert qu'il y avait la tribu des Ikiwawin, I-K-I-W-W-A-I-N, qui existe sur Internet. Ils s'appellent comme ça entre eux. Ça veut dire « I know what I want and I want it now ». C'est la génération de l'instantanéité, de la gratification instantanée. Donc, une autre culture est née, une autre culture est en train de naître avec cet écosystème numérique, avec ces réseaux sociétaux, et les choses sont en train de changer. Voilà les 3 points principaux que je voudrais d'abord vous rappeler dans ce changement, qui en fait est comment changer, comment aller vers le futur co-construit, et pas le futur subi par ceux qui ont décidé que ce serait notre futur. Il y a 3 règles, 3 points, je vais vous les décrire, avec un peu de philosophie sur le temps. Le premier, c'est la création individuelle. Le second, c'est la création collective. Et le troisième, c'est l'action responsable. Parlons d'abord de la création individuelle. Créer pour un artiste, pour un entrepreneur, pour une mère de famille qui éduque ses enfants, pour un cuisinier, pour un jardinier, pour un scientifique. C'est quoi? C'est ajouter de l'original, de l'information à tout ce qui existe déjà dans le stock de savoir, d'information, d'humanité. Mais c'est plus que ça. C'est ajouter du temps au temps. Je m'explique. Nous vivons dans un monde qui est lié au principe de la thermodynamique, le principe de Carnot. On peut faire du travail avec de l'énergie, on utilise l'énergie pour faire tourner une machine, mais une fois que cette machine a tourné, si on veut recréer de l'énergie, on ne peut pas. Le second principe de la thermodynamique montre qu'il y a une flèche à sens unique vers la création d'entropie. L'entropie, c'est le désordre, la désorganisation. C'est une forme d'une grandeur physique qui montre la non-capacité de réutiliser de l'énergie fraîche ou de l'énergie propre pour faire tourner une machine. Une chute d'eau, c'est de l'énergie. Puis si les montagnes se nivellent et que tout devient plat, il n'y a plus de chute d'eau. Donc on va normalement vers l'entropie croissante, qui a aussi une définition statistique, une définition informationnelle, Shannon ou Boltzmann, Clausius et Carnot. Le tout dit la même chose. Il y a un état de l'univers où le désordre augmente, l'énergie ne peut plus être utilisée pour refaire du travail, le désordre s'accroît. Si vous laissez votre chambre, vous êtes étudiant, la poussière augmente, les paperasses s'accumulent, il faut plus d'énergie ensuite pour ranger. Donc ça, c'est l'accroissement de l'entropie. Or, la création, elle crée de la neg-entropie. La création lutte contre l'entropie d'une certaine manière, parce qu'elle compense la fuite de l'entropie, la fuite du temps. En créant, on crée du temps potentiel. On crée, tenez ce terme, je l'aime pas trop, j'emprunte à la finance, mais tant pis, Paul me pardonnera. On crée un capital temps. Et de ce capital temps, on peut vivre des dividendes du temps. On peut les organiser comme on veut. Donc la création crée un capital temps. Et ce capital temps, vous pourrez le laisser à vos enfants, à votre famille, au monde. Vous économisez du temps dans une sorte de réservoir temporel par la création individuelle. Et de ce fait, nous vivons dans 3 temps, 2 qu'on connaît très bien, et le 3e, c'est celui que je préconise, en plus des 2 autres. Nous vivons dans le temps long et dans le temps court. Et moi, je préconise le temps large. Je vais vous expliquer. C'est celui qui permet de créer notre futur, justement. Le temps long, c'est celui qui est synchronisé par la société. Le temps du travail, 9h, 18h. Le temps des vacances, 14 juillet, 15 août. Le temps de la retraite, le temps de la formation. C'est synchronisé, ce sont des segments de temps synchronisés par la société qui s'écoulent. Le temps long, que les étudiants n'aiment pas, les enfants n'aiment pas trop. Vous allez voir ce qu'ils préfèrent. Parce que c'est le temps obligatoire du cours, du programme, du cycle, de l'école. Et c'est le temps de la vie. On ne peut pas compresser ces segments temporels et on ne peut pas en rajouter entre d'autres. Pas possible, c'est synchronisé. Donc qu'est-ce que disent les gens? J'ai pas le temps. J'ai pas le temps de voir mes enfants. J'ai pas le temps. Je rentre à la maison à 10h du soir, à 9h, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Parce qu'on ne peut pas comprimer les segments temporels, on ne peut pas les étendre, on ne peut pas rajouter ces segments dans du temps. Première, ça c'est le temps habituel, le temps long. Et puis il y a le temps court. C'est exactement l'inverse. Le temps court, ce sont des segments, des mini-segments de temps, tout petits, comme les flashs de pub, les clips de musique.
les flashs de news, les spots, clips, spots, flash. C'est tout, c'est petit, c'est tout court. C'est un temps qui se renouvelle constamment. D'ailleurs, les journalistes et les jeunes adorent ça. Pour les journalistes, c'est l'actualité. C'est la même actualité, c'est l'incendie de forêt, là, en ce moment, dans le sud-est, parce qu'il a fait très chaud. Donc, il y a même incendie que l'année dernière, même incendie que l'année d'avant, mais le témoignage des personnes qui vont pleurer devant la caméra, malheureusement pour eux, avec leur maison qui a brûlé, c'est l'actualité, c'est du nouveau, ça se renouvelle. C'est comme un écureuil qui court dans sa cage, il est toujours au même endroit. Tout tourne. Et ça, ce temps-là, les jeunes l'adorent parce que c'est le temps du zapping. C'est le temps du passage d'un endroit à un autre avec leur iPhone, leur smartphone, leur SMS, leur texto. Vous savez qu'une jeune ado française envoie 80 textos par jour. 2500 par mois. C'est des statistiques officielles. Donc ce temps rapide, cette gratification instantanée dont je parlais tout à l'heure, instant gratification, IG, ça veut dire que le temps s'écoule sans s'écouler puisqu'il est tout le temps remplacé par quelque chose. C'est le hit parade. Le temps du hit parade des stars, le hit parade de la musique. Qu'est-ce qui est en haut? Le hit parade des hommes politiques, le hit parade des villes les plus visitées, le hit parade où il fait bon vivre, où il fait bon manger, le hit parade des restaurants. Donc, le hit parade, enfin tous ces mots anglo-saxons, les clips, les spots, les flashs, c'est le temps court. Trop d'emails, trop de tout, trop d'informations. Je peux plus, j'y arrive plus. On consulte les psychanalystes d'entreprise, les psys d'entreprise, surtout sur ça. L'incapacité à gérer le temps et à gérer l'information. Trop d'informations, pas assez de temps. Pléthore d'infos, pas de temps. Et donc, ça rend les gens stressés et très souvent, malheureusement pour eux, malades. Qu'est-ce que le temps large? Le temps large, c'est du temps en parallèle. C'est donner du temps au temps. Avoir plusieurs choses qui se font en même temps. Faire confiance à une équipe qui travaille pendant que vous êtes en train de faire des conférences. Faire confiance à vos mails que vous saurez très bien filtrer et utiliser à bon escient parce que les gens utilisent leurs mails en répondant séquentiellement à chaque mail qui arrive. Incroyable. Il y en a. Je vois des petits sourires dans la salle. Je pourrais vous expliquer tout à l'heure en aparté comment faire pour filtrer ces mails. Donc, utiliser les bons outils technologiques, une bonne bibliothèque, savoir où sont ses livres, ses rapports, les retrouver, avoir sur son disque dur Google News, Google, Exalid ou Google Desktop, retrouver tout de suite tout ce qu'on veut quand on veut, scanner, etc. Donc, utiliser ces technologies pour créer un capital temps. Et on peut commencer à le créer très jeune. Et les parents devraient apprendre aux enfants à créer un capital temps, avec un réseau d'amis, un réseau de collègues ensuite, un réseau de bibliothèques, un réseau de lieux où on sait qu'on peut aller pour trouver de l'information. Partage en réseau pour stocker de l'information, l'échanger dans les réseaux sociaux, sur Twitter. Twitter, c'est extraordinaire. Vous avez 140 caractères et un lien. Donc en 140 caractères, vous voyez tout de suite ce qui est important. Vous cliquez sur le lien. Là, vous pouvez le stocker, le mettre en réserve, le retrouver par votre desktop, sur votre disque dur, etc. Ça crée un capital temps. Et la différence avec les segments temporels dont je parlais tout à l'heure, que je ne peux ni étendre ni distendre, là, je vais vivre des dividendes de ce capital temps. Je vais pouvoir le placer un peu quand je veux, où je veux, au moment où je veux. Je suis beaucoup plus libre de ce temps. Je vais vous raconter une anecdote un peu prétentieuse, mais c'est plutôt vous faire rigoler. C'est que parfois les étudiants me disent « Mais monsieur Dornay, comment vous faites pour faire tout ce que vous faites? Vous êtes à la Cité des Sciences, conseiller de Madame Ménuret, vous écrivez des livres, vous faites des conférences, vous faites du surf, vous avez 9 petits-enfants, une famille, comment vous faites ?» Alors je dis « C'est pas compliqué, c'est très clair. Je passe 100% de mon temps à la Cité des Sciences, réellement ou virtuellement. Je passe 100% de mon temps à faire des recherches pour mes livres, pour mes conférences, pour apporter de l'information aux gens, pour mes cours. Je passe 100% de mon temps pour ma société de conseil, Biotix, avec mes clients dans le monde entier. Je passe 100% de mon temps à faire du sport, m'occuper de ma famille, faire du surf, prendre du temps d'attendre les vagues. Mais attendez, ça fait 400% d'un temps normal tout ça. Mais comment vous faites? Vous allez mourir? Non, pas du tout. Grâce à mon capital temps accumulé depuis des années, et grâce à tous les outils technologiques dont je vous parle, je comprime ce temps en MPEG, en JPEG, en tout ce que vous voudrez, et je suis à 50% de mon temps, donc toujours à mi-temps. Donc si je vais apprendre le chinois ou le japonais, pas tout de suite quand même, mais je vais trouver le temps pour le faire. Donc ça c'est pour vous dire que le temps est quelque chose de relatif, comme quelqu'un de très célèbre l'a dit bien avant, et par conséquent, en vivant dans le temps large, on peut vivre dans un temps différent et on peut individuellement participer à la création de quelque chose d'important, de sa vie d'abord, créer sa vie à chaque instant avec les autres, avec les siens et ses proches. Deuxième point de cette partie-là, c'est la création collective.
Nous sommes entrés dans la société du co, entre guillemets. On l'appelle déjà l'économie collaborative. Attali, s'il était venu, appelle ça l'économie positive. Moi, je l'appelle la coéco. Co, un grand E, coéco. C'est-à-dire que les gens deviennent solidaires les uns des autres, partagent les uns des autres des quantités de choses de la vie courante qui étaient déterminées par des grands organismes pyramidaux. Les transports, l'industrie pharmaceutique, l'industrie agroalimentaire, la banque, les assurances, les vendeurs d'énergie, etc. Pyramidal. Top, down. Avec les moyens nouveaux de l'écosystème numérique dans lequel nous sommes rentrés, avec les réseaux sociaux, avec Twitter, Facebook, Google, les moteurs de recherche, on rentre dans une société du pouvoir latéral, du pouvoir partagé, où les gens réalisent maintenant, surtout la génération montante, les 25 ans, les 15, 25 ans, 35 ans c'est déjà vieux, réalisent qu'ils sont en train de créer un pouvoir transversal de désintermédiation. J'emploie ce terme et j'y tiens. Ils rentrent dans la société collaborative où ils désintermédient beaucoup de choses qui ont fait partie de notre monde quotidien. Il y a déjà des banques en peer-to-peer qui se prêtent de l'argent à des taux d'intérêt plus bas entre eux par les réseaux sociaux. Des compagnies d'assurance dans le monde qui se créent en peer-to-peer. Attention, qui ne vont pas faire disparaître les grandes compagnies d'assurance et les banques traditionnelles, mais qui viennent en complément, comme le mobile banking en Afrique ou le crédit participatif, avec des noms incroyables. Cette société française s'appelle KissKissBankBank. Cette société américaine s'appelle Kickstarter.com. C'est le financement participatif. Les gens n'attendent pas des dividendes, mais ils participent à la création de projets. Et là, la banque n'a pas vu ça venir. Le mobile banking en Afrique est plus développé qu'en Europe. Ils n'ont pas vu arriver. Donc, tout ceci montre qu'on est rentré dans la société du co. Le système D, je me démerde tout seul, je me débrouille, est remplacé par le système co-collaboratif. Les gens font du covoiturage. Wicar, c'est génial, ça fiche la trouille à Avis et Hertz et compagnie. Wicar, vous louez votre voiture quand vous n'en servez pas, un peu usagée. Vous louez chez vous, votre appartement, vous faites de la coéducation, et même de la coéducation intergénérationnelle qu'on essaye de mettre en place, notamment à Universcience. Tout ceci, ça veut dire qu'on rentre dans la société du partage, la société du co, qui désintermédie les grandes pyramides de pouvoir. Ça, c'est la création collective. Et pour cela, ces jeunes utilisent beaucoup 3 formes d'intelligence que l'on voit sur les réseaux et qui constamment sont testées, évaluées, prouvées sur les réseaux. Ce que j'appellerais l'intelligence connective, l'intelligence collaborative et l'intelligence collective. L'intelligence connective, c'est pas la peine de vous faire un dessin, ils sont hyper connectés constamment, nous aussi maintenant de plus en plus, avec le mail, avec Twitter, Facebook, les réseaux sociaux, c'est pas la peine de vous refaire le dessin. L'intelligence collaborative, c'est celle qui conduit à lancer Linux, par exemple, un logiciel ouvert que tout le monde peut modifier. C'est Android, qui est repris par des tas de boîtes comme Samsung à l'encontre du monde d'Apple qui est fermé. Chacun peut apporter sa petite pierre à l'édifice. Donc ça, c'est les logiciels collaboratifs. Wikipédia, des gens qui créent pour les autres. Nous, nos sites web, par exemple, de rené.com, allez y faire un petit tour. Je donne plein de trucs. Mes tweets, si vous voulez, c'est des tweets où on donne pour les autres. Moi, je donne parce qu'en retour, je vais recevoir de l'information qui va contribuer à mon travail, aider la Cité des Sciences à avancer sur certains sujets. Donc, c'est du win-win, donnant, partage. On est vraiment rentré dans ce type de société maintenant. Et puis, l'intelligence collective, c'est le fait que plusieurs personnes en réseau peuvent résoudre des problèmes très complexes qu'un seul expert n'arriverait pas à résoudre tout seul. C'est de plus en plus utilisé. Ça, le nom est terrible, effroyable en anglais de crowdsourcing, la ressource par les foules. Je préfère le titre du livre de Sorodzewski qui s'appelle The Wisdom of Crowd, la sagesse des foules, pour laquelle j'ai fait la préface. Et donc, c'est trouver des solutions. Les industriels les utilisent de plus en plus. Ça, c'est de la création collective. La création collective, ça ne peut pas marcher sans évaluation. Et donc, ensemble, les gens sont capables de créer collectivement, d'évaluer, d'arrêter. C'est ça l'avantage de l'écosystème numérique, c'est qu'on peut faire des expériences qui ne vous engagent pas des crédits trop lourds, des structures brick and mortar, comme on dit aux États-Unis, avec des pierres et du ciment. On peut tester les choses ensemble, avancer en testant. C'est les essais, le principe des essais et des erreurs pour
l'évolution darwinienne a fonctionné comme ça. Donc, création individuelle, capital-temps, création collective, réseau de participation pour changer le monde, et j'ajouterai maintenant le troisième point, c'est l'action responsable. L'action responsable, il y a pour moi 3 étapes utilisées depuis toujours par l'augmentation de complexité, je dis utilisées entre guillemets par la vie elle-même. Ces 3 mots sont catalyse, convergence et émergence. Rappelez-vous bien ces 3 mots. Catalyse, convergence, émergence. Qu'est-ce que la catalyse? La catalyse, c'est l'art de mettre ensemble des éléments disparates dans des structures qui les rapprochent et qui font que la réaction qui aurait pris des centaines d'années, des millions d'années, se va faire en quelques secondes, en quelques minutes. Ça, c'est la catalyse. Et les hommes peuvent catalyser des situations en donnant les ressources financières, les ressources techniques, les ressources humaines à leur direction, à leur groupe, pour faire en sorte qu'ils résolvent les problèmes qui se posent à eux, à l'endroit où ils sont, plutôt que de les dicter du haut vers le bas, comme je disais tout à l'heure dans la structure pyramidale. Donc la catalyse, en biologie, en chimie, c'est fondamental. C'est quelque chose qui permet de faire avancer, de faire émerger des propriétés nouvelles. Catalyse. Convergence. Convergence, ça veut dire que par le rapprochement de secteurs très différents, ça s'appelle aussi la pluridisciplinarité, les interdépendances, les interfécondations, en anglais cross-fertilization. Ça veut dire qu'en rapprochant des choses qui ne se faisaient pas, si on les catalyse de manière efficace, hop, quelque chose va émerger. Ça peut être l'invention, ça peut être l'innovation. Et on revient dans la création collective. Et là, ça regroupe ce que j'ai dit sur la création individuelle et la création collective. Si vous prenez un système complexe, par exemple une ville, le corps humain, une cellule, une entreprise, elle a 3 façons d'évoluer. C'est simpliste ce que je vais vous dire. Mais regardez où joue la création et le capital-temps dans tout ça. Un système complexe, il est nourri par 3 flux. Un flux d'énergie, un flux d'information et un flux de matériaux. Là, je pinaille un petit peu parce que les matériaux, c'est de l'énergie informée. Mais disons, 3 flux. Énergie, information, matériaux. Ça rentre. Qu'est-ce qui sort? De l'entropie, du désordre, des déchets et des actions. Et puis, il y a une boucle de feedback qui permet de réguler l'entrée de l'énergie, de l'information et des matériaux pour les réguler en fonction de ce que le système veut faire de son état, se maintenir à l'état d'équilibre ou évoluer. Il y a 3 situations. Très simple. La première, c'est que le système crée autant d'entropie qu'il en détruit en faisant rentrer de l'information et de l'organisation. C'est le statu quo. Le système n'évolue pas. Il reste pareil. Il crée du désordre, il crée de la désinformation, il crée du bruit, comme on dirait dans la théorie de l'information, mais il reste statique, stationnaire. Stationnaire plutôt que statique. À l'état stationnaire parce qu'il y a un feedback qui renouvelle constamment les éléments qu'il constitue. Deuxième cas, le système crée plus de désordre, de bruit, l'administration par exemple, qu'il ne crée d'information. À ce moment-là, l'entropie va le tuer. Le système va se désagréger et disparaître, puisqu'il crée du désordre, de l'entropie, et pas assez de négantropie, pas assez de création pour évoluer. C'est tout le problème de la société, tout le problème des politiques. Et la troisième situation, et elle est très simple aussi, c'est que le système crée plus d'informations, plus d'organisation, plus de négantropie que d'entropie. Et à ce moment-là, il évolue. Il évolue vers des états de complexité supérieure. Il évolue, on a créé ensemble de l'art, de la musique, des œuvres, des familles, des enfants bien formés, des entreprises, des collaborateurs bien formés, des entreprises qui fonctionnent, et tout ceci contribue à l'avancement de la complexité et donc à l'émergence possible d'autres niveaux liés à cette complexité. Parce qu'il faut bien le comprendre, la vie par exemple, l'écosystème, l'économie ne sont pas nés par une invention. Le futur n'arrive pas. Ce sont les éléments qui constituent le système complexe, qui par leur interaction et leur dynamique font émerger les propriétés nouvelles. Il y a une grande confusion. Souvent, on pense, parce qu'on se réfère à la chimie, évidemment, qui est une sorte d'architecture du moléculaire, que la vie résulte, je dis bien résulte, de la propriété de ses constituants. Les protéines, les acides nucléiques, les lipides, les glucides. Non, c'est pas dans la propriété de chaque constituant
que la vie se trouve. C'est dans l'interaction de tous ces éléments entre eux, dans la complexité, qui fait émerger les propriétés qu'on appelle propriétés du vivant. Idem pour la société, idem pour le marché, idem pour l'économie. C'est l'émergence liée aux interactions et à la catalyse par certains phénomènes de ces interactions. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur ces 3 points, à mon avis fondamentaux, pour comprendre comment créer le futur plutôt que le subir. C'est la création individuelle qui crée du capital-temps, la création collective qui crée des réseaux permettant d'avancer tous ensemble vers la co-construction raisonnée de notre futur, plutôt que le subir, et la responsabilité collective par catalyse, convergence et émergence. On a fait à la Cité des Sciences, le 5 juin, un colloque qui s'appelait Changer d'air. Claudie Annuret a fait l'ouverture. Il y avait une mixité formidable, 50% d'hommes, 50% de femmes, 50% de 25 ans, 50% de seniors, genre Henri Atlan, Edgar Morin par vidéo, enfin des grands classiques du groupe des 10. Qu'est-ce qu'ont dit les jeunes? Ça nous a tous frappés. Ils ont dit, le futur qu'on nous propose est tellement sombre, tellement lugubre, tellement CHINT, tel qu'il est prévu par les politiques, les industriels ou les financiers. Eh bien, ce qu'on va faire, on va co-créer le futur qu'on veut. Terme. Nous allons co-créer le futur que nous voulons. C'est ce que j'ai essayé de vous dire dans cette partie-là. En fait, donc, le futur n'arrive pas, le futur se crée à tout instant par nos actions, par nos créations, par nos interrelations les uns avec les autres. Donc il y a, si vous voulez, des catégories que vous connaissez bien, c'est les nostalgiques du passé. C'était mieux avant. Et les utopistes du futur. Ce sera mieux demain. Entre les deux, il y a ce que Michel Serres appelle le maintenant. Maintenant, ce que je tiens dans ma main. Et Michel Serres ajoute, il y a 2 temps dont je suis sûr. Le maintenant et l'instant de ma mort. Entre les deux, ça coule. Mais ça peut couler comme un long fleuve tranquille et on se laisse porter par le long fleuve tranquille. Ou ça peut couler en se disant qu'à chaque instant de ce flux, comme le surfeur sur sa vague, on peut agir. On peut anticiper. On peut corriger les déséquilibres. On peut prévoir. Cette notion du maintenant est extrêmement importante parce qu'elle conduit à la responsabilité de l'instant, pas seulement à la jouissance de l'instant, comme je le disais tout à l'heure, avec la gratification instantanée de tous ces jeunes, mais c'est la responsabilité de l'instant. Et là, on peut prendre un bon exemple, c'est celui du principe de précaution. Par rapport à son complément dont on parle beaucoup moins, qui est le principe d'attrition. Et qui existe. Le principe de précaution, je schématise, vous le connaissez, mais il est dans la Constitution française. Un président qui a voulu le mettre. Pas une très bonne idée, mais on l'a mis. Le principe de précaution, c'est tant que les scientifiques nous ont pas dit qu'on pouvait y aller, on l'interdit. On interdit tout. Du haut de la pyramide hiérarchique de l'État ou de l'entreprise. Le principe d'attrition, c'est son complément. Ça veut dire, même si les scientifiques nous ont pas dit qu'on pouvait y aller formellement, en fonction des informations dont nous disposons en tant que citoyens communiquant les uns avec les autres, nous sommes prêts à prendre un risque pour vérifier les avantages et les inconvénients. La différence entre les deux, c'est que le principe de précaution conduit à l'égoïsme, à la fermeture sur soi. Je suis assuré tout risque, je suis assuré chômage, je suis assuré père de famille, je suis assuré, je m'en fous. Je raye la voiture de quelqu'un, je mets une carte de visite, je suis assuré tourisme, m'en fous. Le principe d'attrition veut dire qu'on prend des risques ensemble. Donc ça crée une société d'ouverture et de partage. Un bon exemple que je peux vous donner maintenant, qui est un sujet tellement tabou que ça m'est complètement égal d'en parler, Jean-Noël m'a dit, vas-y, c'est les gaz de schiste. Nous, on applique le principe de précaution. Le président de la République l'a dit le 14 juillet, on ne fait pas de trou, on ne cherche pas, on ne fait rien. Voilà, c'est décidé. Parce qu'il a besoin de la majorité des écolos, évidemment. Enfin, de la partie des écolos à sa majorité. Donc c'est purement politique. Les écologistes disent, le gaz de schiste, c'est une mauvaise idée parce que ça ajoute du carbone et ça contribue au réchauffement climatique. C'est vrai en réalité. Mais il y a plusieurs façons d'ajouter du carbone à l'atmosphère. On peut brûler du charbon ou on peut brûler du gaz de schiste qui ajoute beaucoup moins de CO2 que le charbon, par exemple.
Donc c'est peut-être un moindre mal. Est-ce que ça ne vaut pas la peine de faire un trou pour voir si en dessous il y a quand même des réserves et si on peut quand même l'exploiter sans les risques que donne le fracking? Eh bien, c'est ce que les Américains ont fait en Pennsylvanie. Les Américains ont appliqué le principe d'attrition. Si je vous en parle, c'est parce que je suis en train de vous parler de la responsabilité de la création collective. En Pennsylvanie, qui est un des États les plus riches en gaz de schiste, ça s'appelle le shale gas, là-bas, nous, on a en principe 5 000 milliards de mètres cubes sous nos pieds. Il faut encore aller vérifier. Les Polonais qui en ont pas mal en ont 3 000 milliards de mètres cubes, c'est-à-dire nous, on a 300 ans d'exploitation théorique, si c'est prouvé. Les Américains ont dit, OK, on applique le principe d'attrition. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on prend tous les paramètres risqués, un par un. Est-ce que ça fait des mini-tremblements de terre? Oui. Est-ce que le méthane peut s'échapper et exploser? Oui. Est-ce que les additifs qu'on met dans les produits de fracking peuvent contaminer la nappe phréatique? Il faut voir. C'est beaucoup plus bas que la nappe phréatique, beaucoup plus en dessous. Est-ce qu'il y a des produits additifs dangereux qui peuvent se retrouver dans l'écosystème et polluer? Regardons. Ils ont regardé tout systématiquement. Systématiquement. Avec des ingénieurs, avec des experts, avec des scientifiques de très très haut niveau. Et ils en ont déduit qu'en prenant certaines précautions ici, en évitant certaines technologies brutales, comme le fracking du début, maintenant avec des techniques plus douces, il est possible d'exploiter le gaz de schiste plutôt que de créer de nouvelles centrales à charbon et qu'on ferait moins de CO2 que si on utilisait du charbon. Donc ils y vont. Et il y a des articles très intéressants, un article notamment d'une grande géologue américaine associée à une députée européenne dans le Herald Tribune il y a 1 mois et demi ou 2, qui est une demi-page, disant pourquoi les Européens ont tellement peur du gaz de schiste. Et c'est vraiment très intéressant parce qu'on met à plat tous les sujets et on voit vraiment la différence entre le principe d'attrition et le principe de précaution. Alors, puisqu'on parle de principe, je vais terminer sur ce que je vous avais promis au début, c'est que pour passer de la théorie à l'action, beaucoup de théories de futurologues qui disent il n'y a plus de futur, enfin on nous engage à des futurs choisis plutôt que des futurs co-construits, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, il y a des principes et des valeurs. Alors, ces principes, d'abord, je vais les donner, je vais les énumérer en les décrivant un tout petit peu, ça ne sera pas long. Le premier principe, c'est de savoir détecter les changements. La veille, c'est une pratique essentielle pour les entreprises, pour les gouvernants, pour les services publics. La veille, ça ne veut pas dire faire de la prospective linéaire, ça veut dire faire de la prospective participative. PP, participative prospective. La prospective participative, ça veut dire que chacun, dans une ville, dans une commune, dans une région, peut participer aux réflexions qui engagent leur région. Deuxièmement, c'est assurer la convergence. Quand on détecte des tendances, voir qu'est-ce que ça donnerait si elles convergeaient. C'est ce que font les bons directeurs de recherche dans les grandes entreprises, c'est assurer la pluridisciplinarité entre les physiciens, les biologistes, les informaticiens, pour faire converger et faire émerger l'invention et l'innovation. Partager, troisième grand principe, le principe de solidarité. Je vous ai dit qu'on rentrait dans la société du partage, c'est qu'on trouve une tendance, on la partage avec d'autres pour qu'ils puissent l'évaluer, qu'ils puissent eux aussi dire ce qu'ils en pensent, et ces erreurs, comme toujours, ce qu'on a si longtemps refusé dans notre enseignement, faire des erreurs, et pour nos entreprises, la faillite en France, c'est quelque chose d'effroyable. Aux États-Unis, vous avez fait faillite 2 fois, on vous donne plus d'argent la fois d'après parce qu'on vous dit au moins vous avez eu l'expérience de ce qu'il ne faut pas faire. Quatrièmement, c'est expérimenter. Et expérimenter, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans l'écosystème numérique, on peut expérimenter de manière beaucoup plus légère que dans le monde matériel classique. Et on a surtout des outils d'évaluation, surtout dans les réseaux extraordinaires aujourd'hui. Cinquièmement, c'est de faire ensemble la mise en œuvre du principe d'attrition, chaque fois qu'on le peut. Prendre des risques. Sans risque, l'entreprise n'évolue pas. Sans risque, on ne crée pas. Qu'est-ce qu'un artiste qui fait une nouvelle œuvre s'il ne prend pas un risque par rapport à ce qu'il faisait avant? Un musicien, un danseur. On prend des risques. Et des sportifs, évidemment. Sixièmement, prendre du plaisir. Sans culpabilité. Sans culpabiliser. Le plaisir, c'est un des plus grands moteurs de la vie. Il faut le prendre partout où on peut, quand on peut, et le donner aux autres. Et enfin, septièmement, c'est un mot que j'adore, qui est peu connu en français, c'est rechercher systématiquement tous les moyens de sérendipité. Alors, vous allez vous dire, qu'est-ce que c'est que ce truc? Serendipity in English, traduit en français maintenant, même sur Wikipédia, vous allez trouver sérendipité. Ça veut dire trouver quelque chose qu'on ne cherchait pas. Vous allez dans une bibliothèque chercher un bouquin sur la Corse et les montagnes corses, puis en passant devant une travée, vous voyez un truc sur la cuisine corse. Ah,
extraordinaire, je cherche ça depuis longtemps. Voilà, la sérendipité, c'est ça, c'est la découverte aléatoire, inattendue de quelque chose qui va vous changer votre vie, votre métier, le sens de votre vie. Et ça vient du baron de Serendip. En fait, c'est une lettre que Horace Walpole, en 1754, un célèbre écrivain britannique, a envoyé à Horace Mann, qui était un homme politique, un congressman, et il lui a écrit en disant, voilà, je te raconte l'histoire incroyable de ce Serendip, c'est l'ancien nom de Ceylan, l'île qui est aujourd'hui Sri Lanka. Et donc, il y avait 2 fils et un roi qui partaient dans le monde entier chercher des trucs, et ils revenaient pas du tout avec ce qu'ils avaient été chercher, et finalement, ça changeait complètement la vie du royaume et la vie de ses fils et la vie de ses enfants. Et Horace Walpole a créé ce mot de serendipity, très employé dans les universités américaines, discovering something by serendipity. C'est vraiment, alors il faut la rechercher partout. C'est un moyen aussi de création collective, la détection de la tendance qui va changer les choses. Alors, les valeurs. J'ai insisté beaucoup dans mon dernier livre, Surfer la vie, parce que ce livre, Surfer la vie, je l'ai utilisé pour montrer comment on pouvait changer soi-même, donner du sens à sa vie, à partir de la métaphore du surf. La métaphore du surf, je l'emploie parce que je dis que la vie est une vague. La vie est un flux. Et le surfeur sur la vague, on dit, regardez, c'est extraordinaire, il ou elle est en équilibre. Pas du tout. Le surfeur est jamais en équilibre. Il est constamment en déséquilibre, à la milliseconde près. Il garde sa tête stable comme le slalomeur entre les piquets. La tête bouge pas, mais les pieds, les jambes, le corps, la tête, tout bouge partout, les hanches. Donc, il corrige des déséquilibres. Il détecte les écarts à l'équilibre et il les corrige. La vie aussi. La vie, on doit détecter les écarts à l'équilibre dans son couple. Ça arrive. Dans son entreprise, dans sa famille, avec ses enfants, et corriger ces écarts à l'équilibre pour revenir vers un équilibre qui n'est pas un équilibre statique. L'équilibre statique, c'est la mort. Un équilibre dynamique, en constant renouvellement. Ça, c'est la métaphore du surf. C'est pour ça que j'ai écrit ce livre, Surfer la vie, pour essayer d'expliquer comment on peut soi-même donner du sens à sa vie en anticipant, en essayant de prévoir, en essayant de garder un équilibre dynamique dans sa vie et face aux autres. Anticiper, mais aussi, dans Surfer la vie et dans sa vie, c'est la complémentarité entre ce que j'appelle le déterminisme et la liberté. Ça paraît très philosophique, mais c'est la réalité du quotidien. Encore une fois, le surfeur, qu'est-ce qu'il fait? Il va voir arriver une vague qui est déterminée par un phénomène qu'il n'a pas créé lui. C'est une tempête dans l'Atlantique Nord qui va créer une houle, un swell, comme on l'appelle dans notre jargon. Cette houle arrive sur un spot, un pont rocheux ou une baïne de sable, et la vague va briser. Je sais exactement où elle va arriver. Je vais la prendre, je sais où elle va se casser. J'essaie de rester en dehors de la mousse, rester dans le tube. Et à ce moment-là, je suis libre sur cette vague. Je maîtrise ma planche. Je peux faire un cutback, je peux faire un turnover, je peux faire un aérial, je peux faire un kick-out. Donc je suis libre de ma trajectoire. La vie, je suis déterminé. Nous sommes déterminés par nos gènes en partie, par notre environnement, par notre éducation. Et pourtant, nous sommes libres. Nous sommes libres aussi. Est-ce qu'il y a un libre arbitre? Beaucoup le critiquent, on pourrait en parler. Mais on est libre et déterminé. Donc, surfer la vie, c'est aussi le moyen de se donner du plaisir, d'anticiper, de prévoir, d'être ensemble avec les autres et de partager pour donner du sens à sa vie. Donc, ce que j'ai essayé de dire, j'en arrive maintenant à ma conclusion, c'est que la fin du futur, comme je l'ai appelé, préprogrammée par les religions, préprogrammée par les entreprises, préprogrammée par l'industrie, préprogrammée par les politiques, préprogrammée par les financiers, n'est pas le futur que nous souhaitons. Le futur, c'est celui que nous co-construirons ensemble, qui donne du sens à la vie. Créer donne du sens à la vie. Et pour cela, pour créer ce futur, il y a 4 mots que j'utilise souvent, et Claudie le sait parce qu'elle m'entend le répéter à chaque fois devant les étudiants et devant les jeunes, c'est les mots de comprendre, vouloir, aimer et construire. Comprendre, vouloir, aimer et construire le futur. Comprendre la société complexe dans laquelle on est. Vous avez vu, je vous ai parlé d'informatique, je vous ai parlé un peu de biologie, un peu d'écologie, un peu d'énergie. Mais c'est cette multiplicité qui nécessite une compréhension systémique, une compréhension globale de la complexité pour qu'on puisse agir sur la complexité. Comprendre. Vouloir. Vouloir l'avenir.
Si on le veut pas, parce que les médias, vous avez vu qu'on est le pays le plus pessimiste du monde, d'Europe c'est sûr, probablement du monde. Si on veut pas ce futur, parce qu'il nous fait peur, parce que les médias nous disent que c'est la catastrophe, que le terrorisme ou les tsunamis ou les maladies, les microbes vont tous nous tuer avant, eh ben on n'a pas envie de le vouloir. Il faut le vouloir quand on l'a compris, l'aimer, aimer les autres, ceux qui sont avec nous dans cette grande aventure de la construction du futur, bien sûr, s'aimer, s'entraider, mais aimer ce futur, parce que si on l'aime pas, on n'a pas envie d'y aller. Et enfin, le construire, je l'ai assez expliqué, le co-construire ensemble. Faire confiance aux jeunes. C'est incroyable, ce séminaire qu'on a organisé à la Villette le 5 juin. Il y a des jeunes qui ont dit des trucs incroyables. Ils avaient 24, 25 ans. Et les gens qui les écoutaient, c'était des grands industriels, c'était des philosophes, c'était des gens du marketing. Bon, ils avaient des choses à dire. Leur faire confiance aux valeurs féminines, aux valeurs des femmes qui, dans le domaine de l'éducation, de la santé, de l'environnement, ont des valeurs complémentaires de celles des hommes et qui nous permettent de déchiffrer le monde de demain et de construire le futur ensemble. Faire confiance aux seniors qui ont de l'expérience, qui ont des choses à échanger. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure de coéducation intergénérationnelle. Les seniors pouvant aider les jeunes à contextualiser cette masse d'informations. Alors je vais terminer avec 2 citations. Je vous laisse deviner qui a dit la première. Et la seconde, je vous dirai qui résume, je pense, tout ce que je vous ai dit depuis le début. La première citation, c'est celle-ci. À l'exercice solitaire du pouvoir électif, préférons la pratique solidaire de l'intelligence collective. C'est du Joël de René, mais piqué à Edgar Morin. En partie, j'avoue. Et la dernière citation, qui résume aussi tout ce que j'ai essayé de dire avec vous ce soir, vous disant que la route vers l'avenir n'est pas prédéterminée, notre futur n'est pas préchoisi, malgré ce qu'on essaye de nous imposer par la publicité ou la désinformation. La route se construit, chacun d'entre nous, et ensemble, nous pouvons construire la route. Et cette magnifique citation de ce poète espagnol mort en 1939, Antonio Machado, le chemin se construit en marchant. Je vous remercie de m'avoir écouté. Merci beaucoup, Joël Dranet. On va s'asseoir. Et après, donc, ce sera au public de poser ses questions. Moi, j'ai d'abord non pas une question, mais une première remarque. C'était passionnant d'abord. C'était passionnant et surprenant. Oui. Et moi, je suis personnellement ravi parce que effectivement, ça répond exactement à ce que nous essayons de faire ici au Lazaret, à savoir toujours replacer l'homme au centre de tous les progrès authentiques. Et sans valeur, pas de progrès authentique. Donc ça me fait très plaisir. Donc une première question très légère, histoire de nous détendre. Goofy ou régular? Je suis régular. Voilà. En surf, régular, ça veut dire le pied gauche devant. Et comme on surfe surtout des droites, une droite, ça veut dire que la mousse casse, et on fuit la mousse, on essaie de se mettre dans l'eau verte, et si possible dans l'endroit le plus creux, ce qui s'appelle le tube. Donc je suis regular, goofy foot, ça veut dire avoir le pied droit devant, mais je suis en fait backside sur des gauches, et il y a aussi très souvent des très très belles gauches, et le style est complètement différent, parce qu'en backside, il faut être constamment comme ça, et surtout pas comme ça, comme les débutants, et là, on part en arrière. Donc, ce qui veut dire effectivement que nous avons affaire à un très grand spécialiste du surf. À propos de surf, justement, surfer la vie. On en parlait tout à l'heure ensemble. Lorsqu'on voit que 1% de la population de cette terre détient 40% des richesses, quand on voit que 4 milliards d'individus sont en difficulté, 1 milliard qui ne mange pas à sa faim, et qui ne dispose pas, en tout cas pour ces 5 milliards-là, des moyens d'information, des moyens de partage, qui ne savent même pas quel est leur présent véritablement, qui n'ont plus la force de se voir vivre, ils n'ont même pas donc la force de se projeter dans cet avenir-là. Surfer la vie, c'est une très très belle image, mais est-ce que
c'est encore accessible aux commun des mortels? D'abord, c'est instinctif. Je ne vais pas dire que c'est quelque chose d'appris. À tous les niveaux de la société, dans toutes les cultures, on peut avoir l'instinct de surfer sa vie, c'est-à-dire de s'adapter, d'anticiper, de partager. Par ailleurs, c'est vrai, les statistiques que tu donnes sur les milliards de ceci, les milliards de cela, mais je vais donner d'autres statistiques que je ne veux pas qu'on considère comme positives, mais comme plutôt constructives et pragmatiques. Parce que moi, j'aime pas la différence que l'on fait entre pessimiste et optimiste. C'est trop binaire. Je préfère dire qu'on peut être pragmatique, réaliste et constructif. Donc ce que je vais te dire, c'est quelque chose qui me semble être plus pragmatique, réaliste et constructif, qui se fonde sur des statistiques réelles. Il y aura plus de cartes SIM que d'êtres humains sur la planète l'année prochaine. On est 7,5 milliards d'êtres humains, il y aura 8,2 milliards de cartes SIM. C'est-à-dire d'abonnés au téléphone. Cartes SIM, oui. Les cartes SIM. Cartes SIM abonnés au téléphone. Les cartes d'abonnés au portable. Plus de cartes vendues, ou louées, volées, j'en sais rien, que d'habitants sur la planète. Le nombre de smartphones, c'est-à-dire des téléphones qui permettent d'aller sur Internet, d'avoir du multimédia, d'avoir du haut débit, de s'envoyer des photos, 4,5 milliards en 2015. 4,5 milliards. Ça veut dire que en Afrique, par exemple, où le retard technologique était considéré par les pays occidentaux comme quelque chose qu'il fallait combler, ça s'appelait les transferts de technologie avec nos valeurs occidentales à nous. Vous voyez encore des futurs construits plutôt que des futurs choisis, la différence. Donc ils ont en Afrique le mobile banking beaucoup plus développé que dans les pays européens. Ils s'achètent, ils se vendent des trucs sans argent, en passant simplement par des crédits bancaires. Quand vous voyez, quand tu as été évidemment en Afrique du Nord, tu as été en Amérique du Sud, peut-être au Brésil, tu as vu devant des favelas ou devant des habitations qui sont juste salubres, des antennes de télévision paraboliques. Oui, c'est incroyable, ça fourmille sur les toits. Et devant la porte, tu as un gamin ou quelqu'un avec un téléphone portable en train de téléphoner. Donc, je dis pas, si tu veux, que c'est un signe que ces technologies sont en train de changer l'accès à l'information dans le sens où toi tu dis ça doit être une information pertinente qui les aide pour construire leur vie et surfer leur vie si tu veux. Mais je dis qu'il y a déjà un changement incroyable. Il y a un changement incroyable. D'ailleurs l'UNESCO a noté dans ce au quoi les gens tenaient le plus, qui a 30 ans, 40 ans, c'était la nourriture, l'alimentation, 2 la santé, 3 l'éducation, 4 les moyens de se transporter. Maintenant l'information qui était 20e, l'information arrive en 3e. Mais ce qu'il faut noter donc, c'est que cette capacité à se prendre en charge, cette possibilité à se prendre en charge, échappe d'abord aux politiques. Ce n'est pas du côté des politiques ni des financiers qu'il faut l'attendre, c'est véritablement, à mon sens, du côté des penseurs. Ce que je demande aux penseurs, c'est justement de l'ouvrir, de parler des catalyseurs. Oui, des catalyseurs. Effectivement, il nous faut suivre des êtres éclairés, avertis, intelligents, qui ont le droit, je le disais tout à l'heure, qui ont une légitimité de parole tout autant que les élus, tout autant que les politiques. Donc toutes les agoras sont bonnes à prendre, et l'agora Internet, l'agora numérique plus particulièrement. Mais encore faut-il que cet univers qui est Internet fourmille d'intelligence, et pas seulement de chaos, trop souvent de chaos. Donc il y a des sites très intéressants. On a vu, moi j'avais vu donc les rendez-vous du futur, le cube.com animé par Nils Jasmanov, son créateur. Il y avait le forum que vous avez fait avec Claudie Hénuré. Changer d'air. Tout ça, c'est très très vivifiant. Mais en même temps, c'est chaotique. Mais il faut le connaître. Tu as raison d'employer le terme chaotique parce que l'organisation peut naître du chaos. La théorie du chaos, déterministe, montre qu'à partir d'un certain nombre d'interactions, loin de l'équilibre, peut conduire à l'émergence d'organisations et de structures. Donc, il y a du chaos dans Internet, il y a aussi de la réorganisation. Encore faut-il avoir accès à cette information. Et quand tu parlais des sages, des clercs ou des personnes éclairées qui peuvent, plutôt que les politiques qui monopolisent la parole, puissent aussi dire des choses, eh bien les gens se débrouillent eux-mêmes de plus en plus. Quand tu vois des mouvements, alors on a appelé ça les indignés, mais tu avais Occupy Wall Street, tu avais le printemps érable au Canada qui ont dénoncé la mafia
du gouvernement qui a été viré après le rapport du Vigneault qui a montré la corruption qui régnait au niveau de la mairie de Montréal. Quand tu as vu ce qui s'est passé en Turquie à cause d'un supermarché dans un parc, quand tu as vu ce qui s'est passé en Égypte et ce qui s'est passé au printemps arabe en général, qui n'est pas remplacé par ce qu'ils auraient voulu tout de suite, qui est souvent remplacé par des gens détenteurs du pouvoir militaire ou du pouvoir de contrôler les médias. Je ne vais pas aller jusqu'où ça va. Mais quand tu vois ce qui s'est passé au Brésil en ce moment, où le Brésil se révolte contre la corruption, contre l'inégalité, l'accès à l'éducation, l'accès au transport, tu te dis que grâce à des réseaux notamment numériques, une génération mondiale de 15, 18, 20, 25 ans est en train de naître avec des revendications pour accéder à la construction de leur futur, accéder à une démocratie participative et pas seulement faire confiance à une démocratie représentative qui de plus en plus a montré ses échecs. Est-ce qu'il y a des questions dans le public? On va vous passer un micro. Hein. Dans votre présentation, il y a un mot, à mon avis, qui a échappé. Oui. C'est le mot, en ce qui concerne le système global, le système planétaire, c'est le mot de la croissance. Je dirais, on en parle constamment, je dirais, au niveau des pays européens, des pays développés, des pays industrialisés. La croissance aujourd'hui arrive, je dirais, dans les pays émergents. Elle arrivera un peu plus tard dans les pays suivants. Et donc, on peut se poser la question que nous étions posés, nous, il y a à peu près 40 ans, au niveau du Club de Rome, lorsqu'on parlait de la limite de la croissance. Est-ce que nous allons arriver vers un système toujours croissant, donc, et je dirais, avec une dérivée constante, ou est-ce qu'on peut imaginer un système stationnaire à l'horizon de, je sais pas, un siècle, puisqu'on parle du futur? C'est ce que préconise Herman Daly, puisque vous citez le Club de Rome. Herman Daly propose une économie, steady state economy, une économie à l'état stationnaire, pas à l'état statique. Mais pour revenir sur votre question sur la croissance, il y a croissance et croissance. Je pense que la croissance matérielle, celle qui conduit les entreprises à fabriquer toujours plus de produits, éventuellement avec l'obsolescence programmée, d'utiliser de plus en plus d'énergie et donc de créer de plus en plus d'entropie, cette croissance-là atteint ses limites. Et le Club de Rome a eu raison au début d'attirer notre attention sur cela. Mais on continue à dire l'innovation pour la croissance, l'innovation comme moteur de la croissance. Or, j'ai essayé d'expliquer tout à l'heure que convergence, catalyse et émergence pouvaient faire en sorte que l'innovation était quelque chose de différent pour la croissance. Je m'explique en 2 mots parce que c'est un point important. Moi, je ne parle plus d'innovation pour la croissance. Je dis, oubliez l'innovation, parlons de système innovant. Je m'explique. L'innovation, c'est quelque chose que les gouvernants voient au bout d'un processus linéaire. On finance ici, on finance là, on a une case. Si on finance cette case, l'innovation va sortir toute seule comme un bouchon de champagne. Moi, je pense que l'innovation, c'est vu d'une manière trop séquentielle, trop linéaire pour la croissance. L'important pour la croissance, ce sont les systèmes innovants qui résultent de catalyse, convergence, émergence. Par exemple, est-ce qu'Internet est une innovation? Au début, on va dire oui. Non, c'est un système innovant, parce qu'il est fait de réseaux de communication, du TCP/IP, du protocole, des bêta-testeurs, des moteurs de recherche. Autre exemple, est-ce que le GPS, c'est une innovation? Ah oui, ça change quand même notre vie pour nous orienter dans le maquis corse. Bon. Mais non, c'est un système innovant, parce qu'il est fait de satellites, d'écrans tactiles, de fréquences que ma voiture capte et pas celle d'à côté, etc. Même le post-it est un système innovant. Parce qu'il y a un papier jaune dans un environnement bureau avec une colle qui colle pas et des trucs écrits dessus. Donc, les systèmes innovants, c'est la clé de la croissance. Mais ça implique une mobilisation complètement différente de l'innovation en tant que telle, qui souvent est faite pour démoder le produit précédent pour qu'on achète l'autre. Alors, je pense qu'il y a une autre croissance qui est en train de se mettre en place. Et j'insiste beaucoup là-dessus, et nous, à Universcience, on insiste aussi beaucoup dessus. C'est la croissance des connaissances. Nous allons vers les sociétés de la connaissance. Pas seulement vers des sociétés de la consommation matérielle. Les sociétés de la connaissance, la différence, c'est que dans la théorie des jeux, ce que j'ai gagné, vous l'avez perdu. Si je vous donne mon énergie, j'en ai plus. Je vous donne mon argent, il est plus dans ma poche. Par contre, dans la théorie de l'information et dans la société des connaissances, tout ce que je donne, vous l'avez acquis, mais vous le gardez et vous le transférez dans votre esprit d'une manière différente pour une création ultérieure éventuelle. Donc ça s'accumule.
Il y a un effet catalytique, il y a un effet autocatalytique dans les sociétés de la connaissance. Je crois que nous devons tous aller, avec quand même de la croissance matérielle dont ont besoin les pays dont vous parliez tout à l'heure, pour avoir une base d'existence digne, mais aller vers la croissance des connaissances, la croissance de la création, de la capacité de créer, de changer le monde par la création. Je pense que c'est vers ces sociétés-là qu'il faut aller, et pas seulement ceux de la croissance matérielle et de la consommation. Mais est-ce qu'il n'y a pas de vitesse un petit peu à cette situation, à savoir donc ce programme qui est un programme tout à fait enthousiaste et on espère effectivement que l'homme accédera à ce désir de connaissance, qu'il aura cette boulimie permanente et qu'il y aura encore des sages pour pouvoir justement transmettre ses savoirs avec raison et intelligence. Mais il y a une seconde vitesse à laquelle on assiste en ce moment, c'est-à-dire que face à un système qui est en train de se mordre la queue, qui est acculé au pied du mur, il prend des décisions qui sont excessivement rapides et à l'emporte-pièce. Le il, c'est qui? C'est les gouvernants, c'est le monde financier. Le monde financier et les politiques. Je dirais même le monde financier plutôt que les politiques parce qu'ils sont complètement dépassés, ces pauvres gens. Mais ceux-là prennent des décisions qui sont parfois perçues comme des décisions à l'emporte-pièce. On se trouve des fois confronté on est au pied, avec des effets pervers. Avec non seulement des effets pervers, on est face à une situation, déjà convenue. On n'a pas eu notre mot à dire. On n'a écouté personne. Alors c'est vrai qu'en parallèle de tout ça, il y a des tas de jeunes gens qui vont à Universcience, à la Cité des Sciences, qui sont dans la boulimie du savoir. Là, ce qui me fait plaisir, c'est que en juillet, en Corse, en pleine chaleur, il y a donc 150 personnes, parfois 500 personnes qui viennent écouter la connaissance. C'est magnifique. Mais voilà l'espoir. Mais malheureusement, on a l'impression que les décisions qui engagent nos sociétés sont prises à l'emporte-pièce par des gens qui, eux, ne vous écoutent pas. Pour le moment, encore aujourd'hui, c'est vrai que c'est lassant, c'est fatigant de ne pas être écouté. On ne dit pas toujours des choses qui sont réellement pratiques, mais c'est en train de changer. Franchement, c'est en train de changer. Paul Jorion voudrait poser une question. On avait une dame qui avait posé la question, la dame blonde là-bas, voilà, tout à fait avant le monsieur. Je voulais simplement revenir sur votre réponse. Je pense que la conception à laquelle vous faites allusion me paraît une conception qui est quand même très ethnocentrée. Ethnocentrée, parce que je dirais, si on parle aujourd'hui aux Chinois, je dirais, eux, ils parlent en termes de motorisation, ils sont 1,4 milliard, et s'ils arrivent au taux de motorisation disons, de la France ou de l'Europe, ça veut dire qu'on va avoir pratiquement 900 millions de voitures. Donc ça veut dire, je reviens à la notion de limite de croissance dont on parlait à l'époque. Et là, limite d'une certaine croissance. Donc Paul Jorion que nous entendrons vendredi soir. Oui, merci. Je dois rester là? Ah, pas devant l'enceinte. Joël, je ne sais pas si vous connaissez cet article, qui est un article qui est apparu en 2011 et dont les auteurs sont Vitali, Gladfelder et Battiston. C'est un article qui a été publié par ces chercheurs, qui sont des chercheurs à l'école polytechnique de Zurich. Et c'est un article qui s'appelle, je vais traduire en français, le réseau de contrôle global, disons que c'est le réseau global de contrôle à l'échelle mondiale. Et ce que ces gens ont fait, si pour la première fois ils ont pris des données qui n'étaient pas des données purement nationales, ils ont regardé quel était le pouvoir de contrôle véritablement, en regardant les droits locaux, les décisions qui sont prises, le principe de la majorité, que quand vous avez une majorité dans une entreprise, eh bien vous contrôlez ce qu'elle va faire, et ils se sont aperçus. C'était un travail énorme, et c'est un travail, je ne dirais, c'est pas de la spéculation de conspirationnistes ou de complotistes, c'est un travail qui a demandé de traiter 1 demi-million de données, s'est rendu compte qu'un très petit nombre de compagnies, de l'ordre de 250, sont maîtres du monde en termes de décisions qui sont prises. Ces 250 compagnies prennent 70% des décisions.
Et quand on regarde les personnes qui sont derrière ces décisions, le nombre est encore plus petit, c'est de l'ordre de 170, et qui ont un pouvoir de contrôle qui n'est pas à la hauteur, montrent les auteurs de l'article. Ce ne sont pas des gens qui sont tous nécessairement des milliardaires, mais ce sont des gens qui se trouvent aux endroits nécessaires pour prendre les décisions. Alors, vous nous avez fait un portrait du monde que vous souhaitez, dont vous dites qu'il est possible, je suis d'accord avec vous, que c'est un monde possible, mais nous nous trouvons dans une situation qui est celle-ci. Ou bien ces 170 personnes vont faire ce choix, ou bien ne le feront pas. Si elles font ce choix, tant mieux, c'est un choix formidable, et nous encouragerons, je dirais, dans les travées, nous applaudirons au fait qu'elles le fassent. Mais s'ils prennent un autre type de décision, et nous savons, par une analyse de ces compagnies ne sont pas des compagnies qui nous sont accessibles, par exemple, par des élections, parce que ce sont des compagnies transnationales. La plupart ont leur siège dans des tout petits pays, dans des paradis fiscaux, où il y a parfois 20 000 personnes ou 2 000 personnes. Ce ne sont pas des pays auxquels nous avons accès en tant que citoyens. Et nous avons vu encore plus récemment, lorsque la compagnie Apple a dû se présenter aux États-Unis devant une commission, nous avons aperçu que ce conglomérat, les 3-4 principaux éléments de ce conglomérat n'avaient même pas de siège social. Ils étaient arrivés en tournant les règles nationales à ce que, ils flottent, je dirais, à mi-hauteur, ils n'ont même pas d'endroit où ils sont domiciliés, il n'y a même pas d'endroit où ils devraient payer des taxes éventuellement. Alors ma question, c'est celle-ci. Je ne conteste pas du tout votre vision, mais quelle est la probabilité, à votre avis, que ces 170 personnes vont choisir le monde que vous avez décrit? Malheureusement, très faible, extrêmement faible, parce qu'ils travaillent pour leurs intérêts personnels, politiques, d'enrichissement personnel, d'égoïsme. Ça me rappelle, ce que tu me dis sur cet article me rappelle le livre de Soros, qui est quand même un de ceux-là. Et George Soros dit 300 personnes. Tu dis 170. 300 personnes, d'après le livre de Soros, contrôlent le monde, et des entreprises comme Merrill Lynch, Goldman Sachs, JP Morgan, qui s'est écroulé, et des grandes compagnies d'assurance contrôlent. Alors, les chances qui existent, qui prennent les décisions dans les directions des libertés, du partage des ressources, de la protection de l'environnement, de l'éducation, de la santé pour tous à des prix abordables, sont faibles. Parce que c'est l'égoïsme qui prime. Donc c'est une lutte qui est engagée. Et cette lutte, c'est à nous de l'engager. Elle commence à s'engager à l'échelle du monde entier, avec les quelques descriptions que j'ai données de ces mouvements qu'on a appelés d'une manière un peu rapide des indignés, mais qui sont une génération qui est en train de venir au pouvoir transversal par rapport au pouvoir pyramidal. Et je voudrais donner un exemple des 6 lobbies qui contrôlent les politiques et qui font donc contrôler le monde. Au temps de Marx, dans sa description, il y avait la bataille, la lutte entre prolétariat et capital. Les détenteurs du capital et les prolétaires. La lutte, en quelque sorte, pour s'exprimer, pour les libertés humaines, pour la sécurité dans le travail, etc. C'est une case à 2. Je suis employeur, vous êtes salarié, je te donne mon temps, je reçois un salaire. Maintenant, on est dans une matrice multidimensionnelle avec beaucoup plus de façons d'être rémunéré, d'être salarié, de participer, même des causes humanitaires, même des façons d'échanger de l'information, beaucoup plus que des salaires. Donc tout ceci est soumis à la pression des lobbies, et ces lobbies contrôlent les politiques, puisque les politiques ont besoin pour leur réélection de beaucoup de financement, chacun le sait, et beaucoup d'appui, beaucoup de pouvoir. Qui sont-ils? On les connaît bien maintenant. C'est notre lutte à nous tous les jours. Le lobby de la finance, tu le connais mieux que personne, tu l'as mentionné. C'est une bulle financière qui a pris une ampleur incontrôlable. La bulle financière a pris plus de place que la bulle industrielle, qui fabrique des produits pour les gens et des services. La bulle financière est incontrôlable. C'est comme la technoscience, en quelque sorte, qui s'auto-reproduit elle-même et dépasse le contrôle. On l'a vu pour la NSA, quand on laisse, Snowden l'a très bien expliqué, quand on laisse des ingénieurs de la NSA libres, la liberté la bride sur le cou, eh bien ils font ce qu'ils font. C'est probablement pas un président des États-Unis qui a dit espionner tout le monde en Europe. C'est les ingénieurs, c'est la technoscience. Le second lobby, à mon avis, c'est le lobby de l'industrie de l'énergie. Le lobby de l'énergie à la fois fossile et fissile. L'énergie du pétrole et du gaz, l'énergie du nucléaire.
Ce sont des lobbies extrêmement puissants qui financent la presse pour, par exemple, favoriser les climato-sceptiques ou favoriser les réchauffistes. Vous connaissez bien la bagarre entre les deux. Lobby de l'énergie, d'une puissance totale. Je ne vais pas vous faire un dessin sur le patron d'une grande entreprise qui produit de l'électricité en France et le rôle qu'il avait vis-à-vis du président de la République passé. Deuxième grand lobby, c'est le lobby de l'agroalimentaire, qui conditionne notre vie en faisant des produits toujours meilleur marché avec des profits toujours plus grands pour que chacun puisse accéder à des produits trop sucrés, trop salés, trop gras, qui rendent les gens addicts. L'addiction à la reprise de nourriture, et donc à l'obésité, vient du salé, du sucré et du gras mélangés. Il y a un livre extraordinaire publié aux États-Unis par Michael Moss, prix Pulitzer, journaliste, a passé 4 ans à faire cette étude qui s'appelle justement Salt, Sugar and Fat. Et Sir MacDonald l'a très très bien compris. Ça. Parfaitement bien. Et d'ailleurs, toute l'industrie agroalimentaire a été rachetée par qui? Philip Morris. Les cigarettes, ils savent ce qu'ils font. Le quatrième grand lobby, c'est le lobby de l'industrie pharmaceutique, qui conditionne nos vies en nous faisant croire, quantitativement, qu'au-dessus d'un certain seuil, on est malade et il faut se soigner toute leur vie, qui leur donne une rente extraordinaire. Au-dessus de 14,9 de tension, maintenant ils l'ont descendu à 13,8. Il faut que vous preniez un produit antihypertenseur, bêta-bloquant ou un diurétique, etc. Toute votre vie. Alors que ça oscille, et en mangeant correctement une pomme avec la peau, en la lavant, du jus de grenade, du curcumin, du chocolat noir ou du vin rouge avec un peu de resveratrol, on peut lutter contre toute une série de maladies que nous impose en quelque sorte l'industrie pharmaceutique. L'hypertension, le diabète, le cholestérol. D'ailleurs, j'ai appris dans ce fameux livre, Salt, Sugar and Fat, que la plupart des grands patrons de l'industrie pharmaceutique sont au conseil d'administration des plus grandes industries agroalimentaires et réciproquement. Alors, c'est une chose tout à fait curieuse, c'est que les 3 médicaments blockbusters les plus vendus dans le monde, c'est 25 milliards de dollars, c'est les hypertenseurs, antihypertenseurs, anticholestérol et antidiabétiques. Et quels sont les effets de Salt, Sugar and Fat? Le sel, c'est l'hypertension, le sucre, c'est le diabète, et la graisse, c'est le cholestérol. C'est curieux, non? Bon, le 5e grand lobby, c'est le lobby des drogues. Le lobby de la drogue dans lequel j'inclus le tabac, évidemment. Et d'une certaine manière aussi l'alcool. Le lobby des armes, je les ai tous cités, j'ai dit 6. L'énergie, la finance, l'industrie pharmaceutique, l'industrie agroalimentaire, la drogue, les armes. Les 6. Ces lobbies sont d'une telle puissance qu'ils influencent les politiques, puisqu'ils contribuent à leur réélection, notamment. Donc voilà, il faut qu'on lutte contre ça, et il faut d'abord découvrir ce qu'ils font, lire, se renseigner, comprendre ce qu'ils font pour pouvoir les déminer aux endroits les plus efficaces possibles. Oui, est-ce que je peux profiter? Oui, je vais. La question. Oui, allez-y. Oui, bonsoir. J'ai une question, moi, concernant j'en reviens à votre description de la construction du futur et de la place que peut occuper l'intuition. Parce que j'ai cru la détecter, partiellement, dans votre description, notamment de la méthode des scénarios, étant une grande fan de Jules Verne et m'étant beaucoup inspirée scientifiquement de ses récits d'enfance. Également, dans un de vos critères, l'émergence et toutes les notions d'entropie, évidemment, où là, j'entendais dans ma tête beaucoup parler d'intuition, et la serendipity aussi. Bien entendu, mais pas que. C'est-à-dire que je crois que, enfin, à mon sens, l'intuition fait partie de ces 3 méthodes, critères, principes, etc. Et c'est une valeur qui est très chère à mon cœur, à mon sens, à mon esprit. Donc en fait, ma question c'est, ne pourrait-on pas faire de l'intuition un principe, voire une méthode, en co-construction, en collaboration avec les autres, bien entendu, parce que je ne crois pas non plus qu'en elle seule, elle puisse tout définir, tout construire et être la plus forte. Mais j'ai l'impression, en tout cas d'après mon expérience, qu'elle n'a jamais eu sa place, qu'elle n'a jamais été assez exploitée, probablement à cause de la peur que souvent elle provoque, et on en oublie le plaisir qu'elle procure. Madame, merci beaucoup, franchement, d'avoir rappelé le rôle de l'intuition, et j'abonde dans votre sens. Je pense qu'il faut savoir développer l'intuition pour développer la créativité. Vous savez que l'intuition, c'est des cheminements dans le cerveau qui ne sont pas des cheminements linéaires. Vous savez que le cerveau, on dit avec erreur qu'on n'utilise que 10% de son cerveau, c'est archi faux, on utilise tout mais mal.
Dans le cerveau, il y a des petits chemins, des petites routes, des chemins de traverse, des routes nationales, des autoroutes. L'important dans le cerveau, c'est les interconnexions. C'est la matrice d'interconnexion entre les neurones, les synapses et les astrocystes, c'est-à-dire les cellules qu'on appelait jadis des cellules gliales. Et il y a deux modes de fonctionnement. Il y a un fonctionnement linéaire comme le téléphone filaire et un mode de fonctionnement comme le GSM qui saute de hub en hub ou d'antenne en antenne. Ça, les astrocystes jouent un rôle fondamental dans cette capacité intuitive. L'intuition, c'est de rapprocher des éléments qui ont l'air éloignés dans une zone du cerveau d'une autre zone et tout d'un coup le voir apparaître. Bergson, vous avez lu évidemment la différence qu'il faisait entre l'intelligence et l'intuition. Il disait l'intelligence, c'est statique, c'est de découpage d'éléments dans un flux. L'intuition, c'est le sens du mouvant, Bergson. Et c'est le sens justement du mouvement, c'est la dynamique. Encore, on revient au surf, je m'excuse encore une fois, et à la métaphore du surf, c'est que l'intuition va naître du sens du mouvant. On a l'intuition que ces tendances vont converger. Et si on est responsable de recherche, si on est patron d'entreprise, on peut catalyser ce regroupement, ce que j'essayais de dire tout à l'heure avec la convergence, et faire émerger des idées nouvelles. Donc oui, c'est fondamental l'intuition, et on essaye de le faire, de le développer. Claudie Agnuret, à la Cité des Sciences, a développé ce qu'on appelle l'enseignement informel. On a un endroit qui s'appelle le Carrefour numérique, on a un Learning Center qu'on est en train de développer, on a un Fab Lab avec des imprimantes 3D. La combinaison de ces différents éléments, ajoutés à la grande bibliothèque de la Cité des Sciences, à notre site web, tout ceci fait qu'on cherche à développer chez les jeunes qui viennent nous voir et qui viennent travailler et créer à Univers Science l'intuition, qui est fondamentale. Une dernière question, parce qu'après il faudra passer à autre chose. Oui, je voulais vous remercier d'être venu jusqu'à nous. Je ne suis pas surpris, mais vous tenez un discours extrêmement subversif. J'espère. Tout à fait, mais... On ne le sera jamais assez. Non, peut-être pas par rapport aux enjeux. Et moi, je ne veux pas tomber dans cette théorie qui consiste à dire que le monde a toujours été dirigé par des forces dominantes, on le sait. Mais à quel moment les forces dominantes, à partir de 1950, ont commencé à s'organiser, à trouver des convergences d'intérêts, des synergies? Est-ce qu'après c'est passé à un autre échelon? Parce que, en fait, on a l'impression d'être dans des cages où on a le droit de se mouvoir, mais où notre liberté, en fait, est extrêmement cloisonnée et limitée. Quand je prends un produit et que déjà il est inclus que sa durée de vie est très courte, automatiquement, on m'a mis une entrave à la patte pour que j'achète le suivant. Donc ça, c'est frappant. Mais il y a aussi des choses que ne prévoient pas les financiers et autres. Est-ce que les besoins de l'humanité, avec la diversification des nouvelles sources, avec l'accession au savoir, à l'intelligence collective, qui sont à mon avis les armes absolues contre l'aliénation? La véritable arme, c'est celle-là. C'est pas le nucléaire, la fission, la subversion, la révolte dans la rue. C'est l'éducation des gens. Est-ce que vous pensez qu'ils sont à même de faire face aux besoins? Je prends un exemple simple d'un domaine que je connais parce que je suis médecin. Est-ce que vous croyez qu'on va pouvoir indéfiniment s'axer sur les problèmes thérapeutiques avec les évolutions technologiques qui conditionnent des méthodes de plus en plus sophistiquées, de plus en plus onéreuses, condamnant la médecine à avoir 3, 4, 5, 6 vitesses, ou qu'on va être obligé par nécessité de se pencher sur la prévention? Vous avez cité le cœur, vous avez cité le diabète, et on peut sauter d'autres diathèses importantes. Parce qu'à un moment donné, on ne va plus pouvoir soigner les gens. En Corse, par exemple, vous avez un fléau qui ne fait pas la une, c'est l'obésité chez les enfants. Est-ce que les gens réfléchissent ce que ça va donner dans 30 ans, en matière d'absentéisme, en matière d'artérite, en matière d'insuffisance cardiaque? Et là, je crois que ce sont des défis. Et moi, je trouve que je suis particulièrement séduit, ce que vous avez dit. Sans doute, je savais beaucoup de choses avant de les avoir entendues formulées, en tout cas mises en pratique. Mais je considère que, après une très très longue expérience et difficile, qu'en dehors de la lutte, ce n'est pas un mot, la lutte, c'est pas un couteau entre les dents, c'est pas brandir des étendards, c'est-à-dire un refus absolu des conformismes et de la soumission, il ne peut pas y avoir de progrès pour l'humanité. C'est pas possible. Pourquoi? Alors, je reviens sur cette notion très importante, monsieur, comme l'éducation tout à l'heure, de prévention. Les grands enjeux de la société du futur, ça va être l'environnement, l'énergie, l'éducation, la santé, le partage. Et je crois comme vous l'avez anticipé dans votre commentaire et dans votre question, que la prévention quantifiable
va devenir le grand enjeu qui va permettre à chacun de se sentir responsable de sa santé et de son vieillissement. On sait aujourd'hui quels sont les moyens de ralentir le vieillissement. On sait aujourd'hui quels sont les moyens de se maintenir en bonne santé sans médicaments. Vous parliez de 120 ans. Oui, alors ça c'est le pari de Pascal, mais ça je pourrais le dire, ça peut vous rire à la fin. Mais non, je veux revenir sur ce monsieur qui est très important, c'est qu'aujourd'hui nous sommes soumis au diktat de l'énergie, nous sommes soumis au diktat de l'industrie agroalimentaire, nous sommes soumis au diktat de l'industrie pharmaceutique, qui nous dit votre seul moyen d'être en bonne santé c'est de prendre un médicament, alors que le moyen d'être en bonne santé c'est de manger des produits naturels, comme savent le faire la médecine ayurvédique, la médecine chinoise depuis longtemps. Bien sûr, si on a un gosse qui a une méningite, on lui donne un antibiotique. Bien sûr qu'il y a des médicaments essentiels pour se sauver la vie. Mais la plupart du temps, dans 90% des cas, si vous adoptez dans votre vie quotidienne, médecin, vous le savez ce que je vais vous dire, une synergie de petites choses, c'est l'amplification d'une synergie de petites choses qui fait le maintien de la bonne santé et le ralentissement du vieillissement. Par exemple, an apple a day keeps the doctor away. C'est vrai. Une pomme par jour maintient le docteur à distance. Churchill disait à condition de viser la tête. Et si vous lavez votre pomme avec une brosse pour enlever les pesticides et vous mangez 2 pommes par jour avec les pectines qui sont dans la peau de la pomme, vous réduisez votre taux de cholestérol. Si vous buvez du jus de grenade, un grand verre de jus de grenade naturel, avec trouble, pas le jus de grenade filtré ou la grenadine, du jus de grenade, ça a un effet contre les maladies cardiovasculaires, c'est un effet pour l'irrigation des neurones du cerveau et l'irrigation d'autres parties du corps des hommes qui sont essentielles pour la vie, le plaisir et de beaucoup d'autres choses. Si vous prenez du curcuma dans votre potage le soir, vous allez réduire les risques d'arthrose. Si vous prenez du chocolat noir à 70%, vous avez des flavonoïdes, des polyphénols qui vont réduire la synergie de tout ça, toute la journée, tout le temps un petit peu. C'est ça la clé du maintien de la bonne santé et du ralentissement du vieillissement. Mais avant que l'industrie pharmaceutique, il commence. Je vais vous citer, non, oui, bon, allez, Pfizer par exemple, ou Nestlé, sont des entreprises qui commencent à comprendre l'importance des alicaments, des nutricaments, l'importance de la prise en compte des médicaments, des produits naturels qui sont de véritables médicaments qui maintiennent une bonne santé. Et grâce, je termine là-dessus, grâce aux apps, comme on dit, aux applis, qui vous permettent de vous mesurer votre santé. Il y en a 5000 sur iPhone. 5000 apps, 9000 même. 9000 apps qui vous permettent de mesurer votre santé comme une sorte de tableau de bord santé personnalisé. On pense même aux États-Unis à ce que les compagnies d'assurance remboursent les apps pour les gens, les apps. Donc vous pouvez mesurer votre taux de cholestérol, vous pouvez mesurer votre hypertension, votre tension quotidienne. Vous voyez qu'elle varie beaucoup plus que quand vous allez chez le médecin vous la faire prendre. Et ça, il y a même des appareils qui sont maintenant commercialisés, qui ont la taille d'un morceau de sucre ou d'un paquet de cigarettes, dans lequel vous mettez une petite lamelle comme un buvard sur laquelle vous avez mis une goutte d'urine, une goutte de sang, une goutte de salive, et qui, sur votre iPhone, y compris en même temps sur l'iPhone du médecin, va donner des résultats extrêmement précis. Donc, ces industries dont je vous parle ont compris que la prévention quantifiable, et ce que j'appelle depuis des années le tableau de bord santé personnalisé, allait permettre de maintenir et de gagner de l'argent dessus, des gens en bonne santé grâce à des services et pas seulement à des blockbusters, à des produits. Donc merci de cette question, elle est fondamentale. Alors, vive 120 ans ? Oui, donc en faisant. mangeant des pommes, on commence ce soir, c'est ça ? Donc, bonne pomme. En ayant la volonté de vivre longtemps. Pas vivre vieux, c'est pas marrant de vivre vieux, mais de vieillir jeune, ça c'est vraiment intéressant. Ça. Il y a une grande différence entre vivre vieux et vieillir jeune. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette intervention. La première des 7e rencontres Sciences et Humanisme.